Merci beaucoup Delphine Jacquet d'être avec nous ce soir. Oui, comme je l'avais brièvement dit en introduction avant de lancer la projection, donc c'est un film qui a une histoire vraiment passionnante, des films très atypiques, je dirais. Aussi, c'est un unicum parce que c'est le premier et le seul long métrage du réalisateur, Suleiman Borba, alias Lonesome Solo. Qui est aussi un film de rencontre parce qu'il est né du travail d'un groupe de jeunes réalisateurs, scénaristes et techniciens qui l'ont fait de manière collective. Donc, est-ce que vous pourriez me raconter un peu l'histoire de ce film? Merci. Le Jazz Crew, c'est vraiment le résultat d'un collectif et de la rencontre entre différentes personnes. Donc il y a deux histoires. Il y a l'histoire d'un groupe de jeunes réalisateurs qui sont à Abidjan, à Lyon, qui ne sont pas que réalisateurs, techniciens, qui cherchent à faire des films. Il y a Lonesome Solo, qui est le réalisateur du Jassa. Alors lui, il a fait du théâtre avant et il prend des cours par correspondance au Canada de cinéma. Et il est entouré de Sanogo Anjali, de Yacouba Soumouro, qui sont respectivement plutôt scénaristes et Yakou, il est comme producteur. Et ensemble, ils cherchent à faire des films. Donc ils ont tourné un long métrage qu'ils n'ont pas réussi à terminer, faute de moyens, mais dont nous on a vu les images qui a l'air aussi très chouette, qui s'appelle Un cri dans le ghetto. Et Solo, il a aussi été assistant réalisateur dans un long métrage qui s'appelle Le Clash de Hugo Raymond. Ils sont là au quartier et ils cherchent à faire des films. Et nous, en parallèle, donc, quand je dis nous, c'est Philippe Lacote et moi-même. Donc, pardon, donc Philippe Lacote, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un réalisateur. Oui, pardon. C'est un réalisateur franco-ivoirien qui a ensuite travaillé avec l'acteur principal du film qui aussi joue dans Run, dans le premier long métrage de Philippe Lacote. Je vous laisse continuer. Et donc, Philippe Lacote et moi, on travaille ensemble, on est tous les deux réalisateurs, on a créé une société de production, on en a une ici en France, il y en a une autre à Abidjan aussi. Et il se trouve qu'à l'été 2008, on va à Abidjan pour des raisons familiales, et on a avec nous une caméra et de quoi prendre du son. Et l'idée, c'est de voir si c'est possible de tourner quelque chose comme ça dans le quartier. Et on était assez inspirés par les films d'Hollywood. À l'époque, c'était pas aussi connu que maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez d'Hollywood, donc c'est ces films qui se font très vite au Nigeria. Et qui sont des films qui sont tournés en quelques jours avec très très peu de moyens et qui à l'époque étaient vendus. Les gars ils tournaient, ils mettaient le film sur des cassettes VHS et ils les vendaient et ils se dépêchaient de les vendre parce que genre 10 jours après, le film était piraté. Donc il fallait financer le film par cette vente très très rapidement. Et c'est un cinéma qui est très intéressant parce qu'il est très créatif. Justement, par très peu de moyens, les photos et lui on peut raconter des histoires qui vont. Et nous, ça nous intéressait beaucoup, Philippe et moi, parce qu'il y a un langage dedans qui s'adresse vraiment aux gens de là-bas, quoi. Voilà, il y a de la magie, il y a des éléments fantastiques, ça raconte aussi des histoires de famille. Et on était très intéressés à essayer de développer la même chose à Abidjan, en fait, en Côte d'Ivoire, parce que Hollywood, ça se passe au Nigeria. Et donc on avait un peu ça derrière la tête, on se disait, on pourrait tourner un film avec pas d'argent, et puis on le finance après en vendant.
Et donc, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on s'est retrouvés l'été à Luchan. Et on a rencontré ce groupe de jeunes réalisateurs, et c'est ensemble que le Jessa est né. Et donc c'est un ami commun qui nous les a présentés, et on a commencé à écrire le scénario. Et là, c'est Philippe qui a dit, qui leur a parlé, c'est Philippe, quelle histoire on leur a raconté, et Philippe leur a parlé du film Rocco et ses frères, qui est une histoire de famille, de Visconti, donc dans le réalisme italien, et ils ont adapté ça à leur préoccupation de ce qui se passait en Filmagna et dans le quartier. Et donc voilà, on s'est retrouvé avec un scénario très sonore, mais quand même relativement développé. Sommaire au niveau des dialogues, je dirais, mais alors on avait toute une trame narrative, et c'est avec ça qu'on a commencé à tourner. Oui, et donc c'est qui était derrière la caméra. Et donc, en fait, c'est un film qui a été tourné avec une seule caméra, caméra vidéo. Et donc, on est à cette époque où donc la vidéo avait permis, notamment en Hollywood, mais ailleurs aussi en Afrique, il y avait des expérimentations. Pour faire justement du cinéma en vidéo, on n'est pas encore à l'époque des téléphones portables, donc c'est un peu, je veux dire, des smartphones qui permettent de tourner. Donc c'était caméra vidéo, une seule caméra. Donc j'imagine que vous aviez pas mal de contraintes en termes de tournage, c'est-à-dire peu de moyens, une seule caméra, mais je pense que cela donc, vous a aussi poussé à trouver la bonne manière de tourner, le bon rythme. Par exemple, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que donc, au lieu d'avoir un montage, un découpage très rapide avec champ contre champ, donc il y a souvent il y a pas mal de plans séquences avec la caméra qui bouge, et puis aussi pas mal de plans en contre-plongée, ce que je trouve assez beau également. Donc est-ce que c'était un choix délibéré depuis le début? Est-ce que c'était pour répondre à des contraintes très pratiques? Bon, très sincèrement, c'est vraiment un film qu'on a fait, qui a été fait par les contraintes, je dirais. C'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup. Il y a une dimension dans le filmage, c'est qu'en fait, on avait commencé par tourner. Le réalisateur mettait en scène et il avait découpé justement avec des champs contre champs, et il mettait en scène les acteurs. Et en fait, ça marchait pas parce que c'était assez mort, quoi. Les acteurs, ils s'en débrouillaient pas tellement à jouer dans cette configuration-là. Donc je dis pas grave, on va faire toute la scène, et moi je filme en continu, je recadre dedans et je découpe au montage. Et ça marchait beaucoup mieux. Et du coup, parce qu'il y a une sorte de vivacité que les acteurs ont, ils sont bien pro aussi, et c'était ça qui était vraiment hyper important de garder, plutôt que leur dire vraiment entre cut, l'autre entre dans la pièce, et ça marchait pas. Et à partir du moment où on a trouvé cette manière-là de filmer, ça c'est vraiment, je dirais, on a été bloqué 1 ou 2 jours, et puis après, dès qu'on a mis en place cette nouvelle manière-là de filmer, ça s'est débloqué, et c'est devenu vraiment aussi hyper intéressant. Et en fait, au montage, parce que c'est moi qui l'ai monté aussi, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas découper, en fait, il ne fallait pas recouper dans les plans, et qu'on pouvait maintenir les plans séquences. Je m'étais débrouillée pour garder le point à peu près un peu tout le temps. Et du coup, ça donne aussi cette vivacité, et ça laisse la temporalité en fait aux acteurs, dans leur jeu, dans leurs échanges. Il y a une espèce de vérité là-dedans. Et voilà. Et évidemment, on n'avait qu'une caméra, mais franchement, même sur des films avec beaucoup d'argent, on passe au Mais et puis aussi en termes donc je le disais aussi en introduction,
production. Donc vous avez tourné qu'avec soit la lumière naturelle, soit avec l'éclairage public, avec quelques tampons en plus, et par exemple aussi les vendeurs, notamment le vendeur qui est assez sauveur, enfin, les vendeurs qu'on voit dans le film, ce sont vraiment des vrais vendeurs, des gens qui étaient dans la rue. Alors c'est un mix de casting, on a fait un casting, il y a beaucoup de gens qui sont venus au casting, donc c'est un mix d'acteurs ou de gens qui voulaient être acteurs, et de gens qui étaient dans la rue, où on se débrouillait effectivement à prendre les gens sur place, donc c'est une sorte de semi-documentaire en fait. Il y a toute une dimension documentaire dans le film que je trouve vraiment intéressante justement. Voilà, pour ça. Et en vrai, c'est vrai, par exemple, la scène du meurtre, on a tourné devant le vendeur enfin l'épicier mauritanien, parce que il y avait la lumière. Donc, oui, c'est bien. Et du coup, vu qu'on était là, on a demandé à l'épicier de nous répondre avec Joe aussi. C'était comme ça en fait. Et donc pour rebondir sur ce que vous venez de dire, donc, parce que c'est vraiment un mix, on passe toujours de moments très documentaires qui nous, en fait c'est comme si on arrivait à tirer une matière fictionnelle de la réalité quotidienne. Donc en fait il y a une matière documentaire qui est mêlée à je dirais, des éléments de films de genre, donc du polar. Et pour la dimension documentaire, il y a en plus, je dirais, une sorte de valeur documentaire que le film a acquis avec le temps, presque malgré lui, parce que aussi dans le film on voit donc la célèbre rue Princesse, qui est cette rue donc, qui délimite le ghetto de Ouassakara, dans la commune de Yopougon à Abidjan, qui a été depuis début des années 90 jusqu'à 2011 l'un des peut-être le principal symbole de la vie nocturne à Abidjan. Il y a aussi un creuset de la culture musicale ivoirienne, avec les maquis, donc ces bars en plein air et des boîtes de nuit, et qui a ensuite été partiellement assaini entre guillemets en 2011 après donc la victoire électorale du président Alassane Ouattara, qui avait lancé cette opération de ville propre, donc ce qui avait comporté donc la destruction de la plupart des maquis, donc boîtes de nuit et tout. Et donc finalement ce film aussi maintenant témoigne aussi d'un terroir et d'une époque qui n'existe plus ensuite. C'est un quartier vraiment. Le Ouassakara, c'est pas un ghetto. Oui, c'est un quartier. Et dans ce quartier, quand ils parlent du ghetto, c'est vraiment les gens, les jeunes, les gens qui ont des bassins d'origine ou dans ce quartier. C'est un quartier très populaire et en effet, il est bordé d'un côté par cette rue Princesse où on voit des Bagarous vendre ses cigarettes au début, il y a des maquis, il y a beaucoup de musique, etc. Et c'est une rue qui tient son nom d'un film Henri Duparc qui s'appelle La Princesse. Ouais, qui était sorti en 93, donc pendant les premières années, l'essor de la rue Princesse, et donc qui avait été nommé d'après ce film, qui avait été un grand succès. C'est ça. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'on a dit la Princesse, c'est vraiment c'est un haut lieu. Je pense que quand je sais plus en quelle année Jacques Lang était allé à Abidjan, ils l'ont sorti à la rue Princesse avec donc le Rambabo, ouais. Et en effet, quand Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, il a fait fermer en fait tout le côté un peu informel qu'il y avait autour de la rue Princesse, et maintenant il n'existe plus. Enfin, il existe, mais enfin, c'est pas beaucoup lié. C'est la même chose. Ouais. Et en fait, pour ce qui est du côté film de genre, pourquoi le polar et pourquoi décider de mêler le documentaire
dans les parties donc, slamées par le conteur Onushi. Il a toute une façon de bouger qui, on dirait, qui rappelle un peu les films de Kung Fu aussi. Ouais. Il y a une dimension dans ce film qui est vraiment intéressante, qu'on a peut-être pas bien capté ici dans cette projection à cause des problèmes de son qui étaient assez sourds, et du coup on entendait pas très bien la langue, le langage. Et c'est la dimension du nushi. Le nushi, c'est un argot, c'est l'argot d'Abidjan. Et c'est très intéressant. Le nushi, c'est du verlan de chinois, nushi. Et en effet, c'est aussi lié au film Kung Fu. Parce que toute la jeunesse de Côte d'Ivoire qui a pu aller dans les cinémas, mais les cinémas n'étaient pas très chers, donc c'est quand même beaucoup de monde. Aller voir des cinémas, ce qui se passait en Côte d'Ivoire, c'est les films de genre. Donc il y a les films Kung Fu, il y a les films de cow-boy, il y a les films indiens, Bollywood. Et donc, en effet, il y a toute une culture, je dirais, de la jeunesse avec le film Kung Fu. Et le slammer, enfin le narrateur de l'histoire, il fait comme ça des gestes qui sont des gestes de Kung Fu, en fait, qui sont des gestes de nushi. Et le nushi, ça fait partie vraiment des choses, à mon sens, aussi très intéressantes dans ce film. Donc, je propose officiellement de le rendre accessible de manière à ce que vous entendiez la langue. Ah, c'est super! Oui, merci. Parce que je pense que c'est vraiment important. Et le nushi, c'est une langue qui se réinvente sans cesse. Et chaque personne a un nushi différent. C'est sûr qu'il peut y avoir des gens qui vont dire, ah, lui, il a vraiment un très bon nushi. Et typiquement, le narrateur, il a un très bon nushi. Là, vous l'avez pas entendu, mais il a un très bon nushi. Et nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a attendu, il n'était pas là au moment du tournage, on a attendu qu'il revienne, il était dans le nord du pays pour venir faire cette séquence, parce qu'on a dit, ah, c'est quelqu'un, il a un très très bon nushi, donc nous on ne le connaît pas, mais on l'attendait. Et comment lui, il est arrivé dans le film, ça c'est aussi un élément intéressant dans la structure. Je pense vraiment que c'est un film qui s'est fait, qui s'est construit un peu comme du bricolage, c'est pour ça qu'il est fait de plein de choses, hein. Et c'est aussi sa richesse. Et quand on a tourné l'histoire, on s'est rendu compte à un moment donné que ça n'allait pas marcher. Alors, le film n'allait pas tenir comme ça. Et là, je me rappelle très bien, c'est Philippe Lapote qui a ramené cette idée de narrateur pour le structurer. Et donc de quelqu'un qui avait raconté cette histoire, comme on le voit qu'il la raconte en fait dans le ghetto. Et ça nous permettait au moment du montage de lancer l'histoire et d'aller absolument où on voulait en termes de structure narrative. Donc on a dit, ok, on va faire il faut qu'il y ait un narrateur, sinon ça ne va pas marcher. Parce qu'on tournait, on regardait évidemment les images tous les soirs, et assez vite Philippe s'est rendu compte qu'il y avait des éléments vraiment intéressants, mais qu'au niveau de la structure, on avait besoin d'autre chose. Donc on a attendu ce gars. Et il a fini par revenir à Abidjan et on lui a raconté l'histoire. Lui, il a compris à sa façon. Donc il en a fait un truc ultra mythologique, un qui fait ceci et cela. Et il a raconté aussi à sa manière. Et ça donne une dimension assez marrante parce que lui, il parle justement d'un personnage qui fait ci et ça, qui est un peu flamboyant comme un roi, quoi. Et en réalité, ces gars, c'est un peu des losers. C'est pas des rois. Et donc, ça a permis de montrer aussi toute la dimension qu'il peut y avoir dans ce genre de culture, je pense, qui est la dimension mythologique, en fait. Oui. Aussi bien dans le langage, dans ce raconte ce qui se passe dans le ghetto, etc. Et qui est complètement, qui peut être complètement en porte-à-faux de la réalité quotidienne de ces gens, mais qui s'exaltent eux-mêmes, se racontent eux-mêmes de manière. Et ça, je trouve que c'est une dimension intéressante aussi au niveau de la. Ça va sur une dimension de légende en fait. C'est ça. La légende, absolument, c'est la légende, la notion de légende urbaine.
Voilà, donc Philippe Lacoste serait bien comment raconter parce que lui c'est des choses qui l'intéressent beaucoup. On l'a vu dans ses films aussi après, dans Vogue, aussi dans La Nuit des Rois, cette notion de genre urbaine, de se raconter, de raconter quelque chose de plus grand que la réalité, de mythologiser. Et ça, pour moi, ça a aussi à voir un peu avec le fait d'aller voir des films de genre, il y a tout ça. Donc en fait, il y a toute cette dimension dessous dans le film. Parce qu'en fait, c'est non seulement une manière de se raconter, mais comme disent les anglophones aussi, c'est du self-fashioning d'une certaine manière, de se créer, de se construire. C'est ça. Et les personnages. Oui, exactement. Un nom. D'ailleurs, là, on voit le jeune qui est joué par Abdul Karim Konaté, qui s'appelle Tony à la ville. En fait, il s'appelle Dabagarou dans le ghetto. Donc Dabagarou, ça veut dire celui qui tape les gaous. Les gaous, comme si vous avez jamais entendu la chanson comme les gaous, c'est les nullards, quoi. C'est quelqu'un du gaou, c'est quelqu'un qui est un peu bête. Et donc lui, Daba, il tape les gaous. Dabagarou, ça veut dire ça en Chine. Ouais. Et donc, mais le fait qu'il ait deux noms aussi, ça fait qu'il meurt, puisque son frère ne comprend pas que c'est lui. Et donc il tire parce tire sur Dabagarou, il retourne le corps et découvre que c'est Tony. Que c'est Tony, ouais, exactement. Et aussi en termes de. Pour reprendre ce que vous disiez à propos du Nushi. Oui, c'est un mot extrêmement vivant et qui se nourrit continuellement en fait, de nouveaux mots, mais ces mots peuvent avoir aussi une vie assez courte. Donc, c'est-à-dire soit ils sont repris, soit ils sont abandonnés, je veux dire, on l'intègre avec d'autres mots. Et donc, d'une certaine manière, la dimension documentaire de ce film, c'est aussi il documente, il a permis d'archiver le Nushi à un certain moment aussi, j'imagine. Et d'ailleurs, c'est à un moment quand il y a la scène où il y a le Dabagarou avec Castor et la fille qui sont dans le taxi. Donc il y a un moment où justement donc Dabagarou a son flingue caché dans sa veste en jean et Castor lui dit c'est Kali en Molokai. C'est-à-dire c'est discret. C'est discret, oui. Et Dabagarou ne connaît pas ce mot. Et donc on le voit dans le film, il demande. Parce qu'en fait, l'acteur, Karim, ne comprend pas ce que lui dit l'autre. Il dit. Non, il commande, il dit c'est Kali en Molokai, mais avant il lui dit autre chose, non, plus que c'est. Et il ne le comprend pas, et donc Castor doit s'expliquer. Donc en fait, en effet, le Nushi, c'est quelque chose de très créatif, et comme je disais, chacun a son propre Nushi. Moi, je ne peux pas vraiment en parler en long et en large, parce que je ne connais pas la question, mais c'est vrai que, par exemple, Philippe, le producteur, lui, il a fait un master en linguistique sur le Nushi. Donc le Nushi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et dans La Nuit des Rois, ensuite, et dans Vogue aussi, ça revient. Bon, c'est vraiment une langue de terrain, et c'est wow, ça incarne un territoire. Oui. Et donc, pour toutes ces raisons, en termes de vraiment créativité débridée, de transgression des genres, ce travail avec justement la langue et le langage cinématographique, ce sont d'ailleurs les raisons pour lesquelles, quand j'en ai réfléchi donc, au thème du cycle de cette année, donc l'art de la résistance représenté autrement, j'ai pensé à ce film. En plus, je voulais absolument le montrer en France. Et donc j'imagine ce qui est assez surprenant, c'est que ce qui fait la qualité du film, c'est-à-dire ce côté vraiment qui détonne en fait, ça veut dire aussi que l'on ne comprenait pas, qu'il ne correspondait pas à un certain imaginaire occidental, européen, à propos de ce que c'était un film africain. Mais c'est peut-être ça aussi qui avait entravé la distribution du film en France à l'époque, en 2012.
En réalité, le film n'a pas été distribué non plus dans d'autres pays que la France, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti en salle. C'est vraiment le festival. Ce qui s'est passé, c'est que alors on a monté le film. On ne savait pas très bien quoi en faire parce qu'il a été piraté avant même qu'on réussisse à avoir quoi que ce soit d'argent pour le financer. Nous, on avait juste payé à manger à tout le monde et puis on a amené notre caméra, vraiment, rien. Et puis, on l'a monté, puis on l'a un peu mis dans mon carton et quelques années plus tard, il y a un ami qui me dit ah, il y a la programmatrice du TIFF qui cherche des films. Donc Rachel Saltic s'est occupé de la programmation pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Proche-Orient et l'Afrique. Qui cherche des films, vous n'avez pas quelque chose à lui proposer dans le placard, on lui donne. Et elle adore le jazz. Il a dit non, je vous montre à Toronto, mais il faut que vous veniez, etc. Et c'est là que l'aventure a vraiment commencé, parce que sinon il n'allait même pas être. Enfin, il a été vu à Abidjan, puisqu'il circulait, mais pas ailleurs. Et donc, on est allé à Toronto avec l'acteur principal, puisque à l'époque on avait perdu le réalisateur, on ne savait pas où il était, parce qu'il était parti pour venir en Europe en fait. Et je pense que on avait vu sa trace par là. Donc il était apparemment au Maroc en train d'essayer, je pense, de passer ce qu'il n'a pas fait finalement. Aujourd'hui, il est installé en Mauritanie, et donc nous on est allé avec Abdelkarim Konati, l'acteur principal, pour présenter le film. Et là, il y a eu un bon écho, surtout des programmateurs de festivals, ce qui fait qu'il a une vie quand même assez intéressante en festival ensuite. Mais on a eu un vendeur international qui s'est passionné pour le film, parce qu'en fait, lui, il faisait surtout de la musique. Il adorait les séquences musicales dans le film. On a réussi à le vendre à une petite plateforme, voilà. Mais il n'a pas eu une vie plus grande que ça, donc je ne peux pas vraiment dire que c'est à cause d'une réception ou d'une autre au niveau de la France sur la non, c'était pas que au niveau de la France, mais c'était plutôt, je parle en termes de être vraiment ouvert à acquérir et à s'intéresser à quelque chose qui soit vraiment du cadre, en fait. Ce qui n'est peut-être pas un problème que français, mais en général quand on pense même en termes d'ouverture sur les cinémas d'Afrique, mais c'est souvent en y projetant déjà une certaine idée. Ouais, alors en effet, il y a. Enfin, ce que moi je peux expérimenter en tant que productrice de films qui ont été tournés sur le territoire européen, c'est que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de juste faire du film, quoi. De faire des films internationaux, puis c'est tout. Et c'est vrai que parfois il y a des attentes, sur certains sujets ou sur certaines formes. Mais bizarrement, l'intérêt, l'ouverture d'esprit à ça est plus grande, pour nous, je parle que de moi, aux États-Unis. Aux États-Unis, déjà parce que je pense que, c'est bizarre de le dire comme ça, mais il y a une vraie cinéphilie là-bas. Et les films boss, vraiment, ils connaissent. On a tendance à penser un petit peu peut-être que les États-Unis c'est Hollywood, mais il y a un vrai amour du cinéma dans ce pays, un intérêt, une capacité à faire monter les objets au physique. Un intérêt. Et puis j'ai plus Non, c'était justement par rapport au fait qu'il y a souvent, quand il s'agit de cinéma qui vient du continent africain, en fait des attentes où on s'attend à voir certains sujets ou des sujets traités d'une certaine manière. Nous, par exemple, pour faire l'exemple du dernier film qu'on a fait avec Philippe, qui s'appelle La Nuit des Rois, il a été vraiment. Il a eu un vrai écho aux États-Unis et pratiquement ici. Voilà.
Et il est tourné en français actuellement et financé par la France en majoritaire. Mais voilà. Oui. Et non, parce qu'en fait, justement, je pense que c'est un peu aussi le problème de toujours, au lieu d'essayer d'intégrer, c'est un peu aussi l'un des objectifs des Ciné-Dialogues Afrique, c'est-à-dire d'intégrer les cinématographies d'Afrique dans une perspective d'histoire globale du cinéma, dans le même titre que tous les autres cinémas du monde, même quand il s'agit en fait de mettre en valeur les cinémas africains, entre guillemets, c'est toujours comme s'il s'agissait d'une sorte d'objet à part. Donc il y a eu une histoire à part, et à mon avis, ça revient à créer, quand même à ghettoiser d'une certaine manière à nouveau les films africains, au lieu de les intégrer dans une vision proprement mondiale du cinéma. Et c'est aussi, à mon avis, l'intérêt de ne pas se limiter à l'élément, je dirais, de document culturel des films africains, mais vraiment de les intégrer dans une réflexion sur le cinéma, sur le langage cinématographique et qu'est-ce que ces films peuvent apporter en termes de renouvellement du langage cinématographique, toujours dans le contexte dans lequel ils ont été créés, mais aussi plus globalement en termes de... Et donc, je pense que le destin difficile de certains films témoigne encore du chemin à faire, qui reste à faire dans ce sens-là, je pense. Oh, bien sûr. Je pense qu'il y a des grands réalisateurs et réalisatrices africains. Après, tout ça, c'est la projection qu'on fait sur ce qu'on regarde. Absolument. Oui, absolument. Merci beaucoup, Delphine Jacquet.